Ouais, donc je reprends. Ouais, c'est que il y a ma maman qui est descendue pour chercher des sacs parce que j'ai une de mes sœurs qui déménage, qui a trouvé un appartement, donc c'est plutôt cool. Moi, je suis toujours en attente. Donc oui, donc c'est pas le sujet. Euh, En tout cas, ouais, les mineurs, ceux qui vont être plutôt dans la production de ressources, eux vont plus, ça va être un jeu de ghosting de ressources. En gros, ça, tu vas utiliser tes gros transporteurs pour les envoyer d'un point A à un point B de la façon la plus lente, de façon à ce que quand tu vas te coucher, même des fois, par exemple, pour ralentir encore plus, par exemple, si tu prends des gros transporteurs et que tu les mets à 10%, des fois ça peut paraître trop. Par exemple, tu as des planètes l'avantage, en fait, ce qu'il faut faire quand t'es un mineur, un extracteur de ressources, quoi. L'idéal, ce serait d'avoir toutes tes planètes sur la même galaxie et pas très éloignées de système solaire. Parce que tu as les galaxies, après tu as les systèmes solaires. Je sais plus combien de galaxies, je crois que tu 300 systèmes solaires, ou 300, 400 systèmes solaires et 9 galaxies. Donc quand tu calcules, ça fait beaucoup d'emplacements de planètes. Et les meilleures planètes d'emplacement, c'est avant, c'était l'emplacement 4, 5 et 6. Maintenant, c'est 7, 8 et 9. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Et par contre, si tu vas sur une planète en position 15, ta production d'énergie, parce que parce qu'il te faut de l'énergie pour tes usines, euh, et il y a moins de soleil. Donc, vu que c'est des capteurs solaires, tu as moins d'énergie solaire, mais en contrepartie, tes mines de déserium extraient beaucoup plus de déserium. Par contre, sur les planètes, si tu colonises un emplacement en position 15, tu as des probabilités de planètes qui sont beaucoup plus petites. Et donc, les meilleurs emplacements, c'est les emplacements 7, 8 et 9. Si ma mémoire est... Attends. Non, 7, 8 et 9. 7, 8 et 9. Ça, ouais. Et là, sur ces trois emplacements-là, c'est les emplacements où tu as le plus de chances d'avoir une grosse planète. Et là, par contre, c'est important, surtout en tant que producteur de ressources, parce que plus tu auras une planète grosse, plus tu pourras monter de niveau tes usines. Et donc, par exemple, avant, à l'ancienne version de Game, on pouvait avoir des planètes à 350 cases, vu que ça se compte par case. Chaque niveau, ça compte une case. Donc, c'est-à-dire tu montes un. Ton usine de métal, tu la montes de un niveau, ça prend une case sur ta planète. Par exemple, ton usine de robot ou ton chantier spatial, tu montes de un, ça prend un. Là, tu montes ton laboratoire, c'est pareil, prend une case en plus sur ta planète. Et donc, c'est le 7, 8 et 9. Donc, c'est les meilleurs emplacements pour justement avoir des planètes à plus de 200 cases. Moi, je recommande justement pour un- quelqu'un qui extrait des ressources d'avoir plus de 200 cases. Visez même les 320 voire 330 si vous pouvez. Après, vous avez toujours les possibilités de partir en expédition quand vous avez une flotte et de ramener du matériel qui va vous permettre de, enfin, c'est des trucs payants à la base, mais des fois, c'est rare, hein, mais tu peux tomber par exemple sur un boost, par exemple, qui va t'augmenter le nombre de cases de ta planète, ou tu peux payer pour augmenter de 15% ou 30% les cases ta planète. Mais tu peux aussi utiliser un terraformer, et le terraformer, tu lui demandes de un point. Il va consommer un point sur ta planète, mais il va t'en donner trois. Donc, c'est-à-dire en montant un, un, un niveau de terraforming, tu vas peut-être perdre une case, mais tu t'en gagnes trois. Donc après, tu vas pouvoir monter, par exemple, trois usines. Et donc, le problème après avec le terraforming, c'est que ça va demander beaucoup de cristal et d'Ethereum. Donc, en fait, le métal, c'est ce qui est le moins rare. Après, il y a le cristal qui est un peu plus rare et le d'Ethereum qui est encore plus rare. Et surtout qu'il faut une planète qui a beaucoup d'énergie. Parce que plus tu vas monter en niveau avec ton terraforming, plus ça va demander d'énergie. Et donc, il va falloir tu peux mettre aussi des satellites solaires qui vont pas te prendre de place de cases sur ta planète, qui va te donner de l'énergie. Mais l'inconvénient, c'est si tu te fais attaquer, tu perds aussi tes satellites solaires. Donc, tu es obligé de te les reconstruire. Donc, tu peux pas toujours te fier à tes satellites. Tu vois, alors que quand tu attaques, tu perds pas les niveaux de tes usines.
Donc, bah, tu peux aussi éventuellement utiliser une usine à Deutérium, ça va te créer de l'énergie. D'ailleurs, c'est super intéressant sur les planètes en position 15. Au lieu de monter la centrale énergique solaire sur ta planète au niveau 15, sur ta position 15 du système solaire, monte plutôt comment on appelle ça, l'usine de Deutérium. Elle va te créer de l'énergie, mais à plus haut level, elle va te donner beaucoup plus d'énergie qu'une centrale à capteur d'énergie. Et comme tu as un avantage de Deutérium, et comme l'usine à Deutérium consomme du Deutérium pour créer de l'énergie, et vu que tu as, un bonus, je ne sais plus combien il est de pourcents, mais en tout cas, tu gagnes beaucoup plus de Deutérium donc, sur les positions 15. Et donc, bah, avoir ces genres d'usines de Deutérium, ça te permet d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et comme tu as même si tu montes beaucoup tu utilises que ça, et tu n'utilises pas le panneau solaire, l'usine capteur solaire normale, tu seras toujours gagnant parce que tu as un plus grand rendement que de consommation. Donc, bah, tu es toujours gagnant. Après, les positions 1, ça peut être intéressant si tu veux faire le graviton, qui va te demander justement 300 000 points 300 000 d'énergie. Donc, bah, tes satellites solaires vont donner beaucoup plus d'énergie. Donc, ça va te demander beaucoup moins de ressources. Parce qu'il va falloir construire 2000 ou 3000, je sais plus combien, je sais plus les chiffres exacts. Mais en tout cas, ça va être beaucoup moindre que si tu seras en position 7 ou 7, 8 ou 9. Ça va te demander moins de satellites, donc moins de ressources pour créer le graviton. Et une fois que tu as créé le graviton, généralement, bah, tu as juste à attendre que tu as 300 000 d'énergie. Graviton niveau 2, ça sert à rien. Et le graviton, en fait, ça va te permettre justement de créer les étoiles de la mort, parce qu'ils ont besoin du graviton. Euh, Vu que c'est le vaisseau ultime. Et donc, bah, moi, généralement, j'ai fait parce que j'ai gravé au graviton, hein. J'avais un décompte à 4 millions de points. J'étais même sur je sais plus quel univers, c'était combien. Je crois que c'était l'univers. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, j'étais classé deuxième. J'étais pas enfin, j'étais classé deuxième en recherche. C'est-à-dire que j'étais le deuxième joueur avec le plus haut niveau de recherche en termes de laboratoire. Par contre, au niveau de- j'avais que 4 millions de points pourtant. Et pourtant, j'étais classé deuxième. Et c'était un fois un. Et, par contre, au niveau, par exemple, niveau de mes mines et au niveau de ma flotte, j'étais pas loin d'être le premier. Je crois que je devais être dans les 6 centièmes, un truc comme ça. Mais pourtant, j'étais deuxième en recherche. Et ça, j'étais plutôt content. Mais je sais pas, il y a la vie qui a fait que bah, je sais pas pourquoi, j'ai arrêté de jouer. Je crois que j'étais parti sur Paris à ce moment-là. Je crois que c'était à ce moment-là vers 2011. Et justement, j'avais justement ce compte-là que j'avais mis du temps à monter, etc. Et j'étais deuxième, c'était en fois 1 en plus, donc c'est super lent. Deuxième en recherche et tout. Et quand tu te connectes pas au bout de 2 mois, je crois, un truc comme ça, bah, ton compte se fait supprimer. Donc c'est dommage. Donc bah, j'ai perdu mon compte, en fait, comme à attendre. Mais en tout cas, voilà, une petite explication de game qui est un jeu très basique et très intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent un peu. Bah, après, ils ont fait Star Citizen qui était un peu pareil, qui est dans le même genre, mais faire le même genre de jeu au game, mais en version 3D. Donc, c'est-à-dire que bah, tu pourrais cliquer par exemple, tu tapes la galaxie, le système solaire, tu vois ta planète, tu vas sur ta planète, tu t'approches, tu zoomes et tu vois en fait, bah, par exemple, la population, les humains, des villes qui se créent, et tes zones, tes usines qui grossissent et qui évoluent aussi en fonction de tes technologies. Ça peut être un game en 3 dimensions, ça peut être intéressant. Et pareil pour les flottes, voir, par exemple, t'envoies ta flotte, tu peux voir ta flotte partir sur l'autre planète que tu l'as envoyée ou attaquer. Et quand tu la vois attaquer, tu pourras voir en temps réel l'attaque. Ça pourrait rendre le jeu plus intéressant, peut-être. Bon, après, il y a des jeux qui existent, qui sont comme ça. Mais faire une version au game 3D, ce serait vraiment bien. Par contre, bon, ça demandera beaucoup plus de place sur le navigateur et peut-être que ce sera un launcher qu'il faudrait installer. Mais en tout cas, moi, je partirais bien sur ce genre de jeu. J'aime bien les jeux comme ça de stratégie, euh, même si c'est des jeux très basiques, quoi. On parlait de la Switch.
Et donc oui, j'ai regardé des benchmarks sur la Switch, justement, la Switch 2. Les Game Key Cards, que je parlais, justement, j'ai expliqué que bah, pour les joueurs, si tu payes plus cher ton jeu, c'est parce que ta carte, ton jeu en question prend plus de place. Donc bah, tu payes en fait le prix de la capacité de la cartouche, ce qui est normal. Et bah, tu auras la totalité de ton jeu. Moi, ça me dérangerait pas en tant que joueur de payer plus cher parce que bah, j'achète un jeu forcément qui va demander plus de place sur la carte que par exemple un jeu qui va demander 2 ou 4 gigas. Là, je vais le payer beaucoup moins cher parce que bah, justement, bah, ça a demandé moins de mémoire. Et bah, tout le monde s'y retrouve, quoi. Et d'autant plus que bah, euh, de faire que des jeux en physique, la, enfin, les grandes parties des jeux en physique, c'est bien. Après, bon, pour les éditeurs, ça par contre, tous les éditeurs ne peuvent pas faire des jeux en physique parce qu'il faut une certaine quantité. C'est comme dans la maison du disque, hein, les CD de musique ou des films, il te faut, même les livres, il faut en produire un minimum en fait. Par exemple, pour les CD de musique, je crois qu'il faut 300. Il me semble que c'est 300. Mais je crois pas qu'ils te font de la musique pour un seul CD, quoi, tu vois. Il te faut un minimum. Il me semble qu'il y a un minimum. Après, pour le revendre, etc. Pareil pour les livres. Et donc, bah, ce serait pareil pour les jeux, j'imagine. Et donc, bah, les petits concepteurs de jeux, par contre, là, bah, s'ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de justement de créer, de payer dans un sens le coût des boîtes, etc. Je sais pas comment ça se passe, si c'est l'éditeur qui paye la boîte et les jeux, etc. Ou si c'est l'éditeur, c'est juste la partie, enfin, je veux dire pas l'éditeur, parce que c'est celui qui va vendre le jeu, mais le créateur. Mettons, t'es un créateur de jeu, bah tu vas être rémunéré par ton jeu, etc. Mais est-ce que après le créateur qui a travaillé sur le jeu, est-ce qu'il touche des royalties par rapport aux ventes? Tu vois, c'est la question que je me pose aussi, tu vois. Parce que bah, un designer, etc., bah, après, tu vas me dire, oui, il a un salaire tous les mois, mais il pourrait peut-être avoir des royalties sur un jeu qu'il a travaillé, tu vois, je sais pas. En fonction du pourcentage, mettons, il y a, je sais pas, 200 personnes qui ont travaillé dessus. Si, mettons, sur ces 200 personnes, il y a un pourcentage de personnes tu fais un pourcentage de nombre d'heures de travail, et en fonction du nombre d'heures de travail qu'ils ont travaillé sur le jeu, bah, les royalties, bah, ils seront répartis en fonction du travail que tu as fourni sur le jeu. Et donc, bah, ça paraît équitable. Et donc, voilà. Et donc, ça permettrait aussi que, tout le monde- que les développeurs soient mieux payés, quoi. Et donc, ouais, s'ils éditeraient tous leurs jeux, justement, Nintendo garderait une position forte qui veulent juste du matérialisé. Bah, ça montre à Sony et à Xbox comme quoi eux, bah, ils suivent pas la même ligne directionnelle que eux. Et par contre, pour les petits éditeurs qui n'ont pas les moyens d'éditer leurs jeux en version physique, euh, il y aura toujours le eShop hein, qui existe, enfin, que tu peux, le Nintendo eShop, acheter des jeux et donc les jeux en dématérialisé, ta mémoire interne, tu l'utiliseras pour des jeux indés ou des jeux, ce ne sera pas des jeux de triple A. La plupart des jeux de triple A, généralement c'est des jeux qui ont demandé beaucoup de moyens, donc ils ont forcément les moyens de les sortir en version boîte, tu vois. Et ce sera vraiment pour les petits éditeurs, ou par exemple surtout aussi pour les anciens jeux, comme les jeux qui étaient sur Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, ou qui étaient sur euh, tout ce qui, ça va être compliqué par contre de jouer, si tu peux jouer aux jeux comment on appelle ça, de Wii sur la Switch. Parce que avec les manettes, tu peux les bouger comme la Wii. Ouais, les GameCube, pareil et tout. Et donc, bah, en fait, bah, le shop permettrait à jouer à tous les jeux rétro. Et d'ailleurs, ce serait bien que Nintendo, justement, fasse justement les full sets de tous les jeux Nintendo qu'ils ont pu faire en version cartouche. Et ça, ce serait vraiment intéressant. Et pourquoi pas, de temps en temps, Nintendo, pour faire un peu d'argent, sortirait pas des bundles, par exemple, qui vont, par exemple, je sais pas, ils vont prendre Street Fighter, ils vont prendre du premier Street Fighter jusqu'au dernier qui est, par exemple, sur la Wii ou la Wii U, par exemple, mettre tout sur une seule cartouche. Et donc, bah, ça peut être intéressant. Ou pareil pour les Kirby, tu vois, il prend tous les Kirby, du premier Kirby qui était sur Game Boy jusqu'au Kirby qui est sur la Wii U, et tout mettre ça sur une seule cartouche. Et donc, tu auras la compilation de tous les Kirby qui existent, euh, autres,
que la Switch, parce que la Switch c'est la console actuelle. Et donc tu auras sur une cartouche Switch 2, tu auras tous les Kirby qui, qui ont existé sur Nintendo. Et donc moi ce serait un genre de jeu de cartouche que j'achèterais parce que tu mets ta cartouche, après il te demande quel jeu tu veux jouer, lequel Kirby, tu peux jouer Game Boy Color, Game Boy Advance, etc. Et donc ça permet de jouer et d'avoir une version matérialisée. Et tu vois, par exemple, pour des comme Yoshi aussi, Yoshi qui est quand même un emblématique de Nintendo. Pareil pour les Mario, pour les Yoshi, les Wario, pourquoi pas les Ted. Bon, Ted, il y en a pas beaucoup. Il y a Captain Ted, d'ailleurs, j'aimerais bien me l'acheter. Ouais, je me l'achète parce que j'adore résoudre des énigmes. Mais il y a plein de jeux comme ça qui sont exclusifs à Nintendo qui pourraient être intéressants de faire toute l'histoire par exemple, de Yoshi. euh, et d'avoir tout sur une seule cartouche. Et en fait, ça permet en fait d'avoir ton jeu à vie. Et mettons, si tu as tous les Yoshi qui sont sortis jusqu'à la Wii U, moi, personnellement, je suis prêt à mettre 50 voire peut-être 60 euros pour tous les Yoshi. Tu vois. Et après, je mets la cartouche, je la mets sur ma Switch. Parce que là, j'ai pas encore la Switch. Parce que moi, personnellement, moi, j'attends la Switch 2 OLED. Parce que il y a des probabilités qu'elle va avoir 16 Go de RAM et 512 de stockage. Et il y a des probabilités aussi que peut-être que le CPU, GPU va être revu. Donc, plus puissant et peut-être des fonctionnalités ou des choses comme ça qui seront mieux. Et entre-temps, le temps que la Switch OLED sorte, il y aura plein de jeux de Switch 2 qui va sortir en version physique. Et quand je vais acheter ma Switch OLED 2, euh, je pourrai m'acheter des jeux, je pourrai choisir les jeux que je veux m'acheter, quoi. Et j'aurai plus de choix qu'actuellement parce que la console est toute jeune, quoi. Elle vient de sortir, donc il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc, euh, donc voilà. Là, moi actuellement, je vais m'acheter une Switch OLED. Euh, Vu que tout le monde a acheté Switch 2, bon, tout le monde, j'imagine que la plupart des grands fans achètent ont acheté la Switch. Mais moi, personnellement, je préfère attendre la Switch OLED. Euh, et comme ça, là, je m'avais acheté la Switch OLED, avec la version 1, Switch 1. Et justement, ça va me permettre par exemple, d'avoir la 1 et la OLED, de faire par exemple des échanges Pokémon entre mes cartouches. Et j'aurai plus de puissance, 6 Go de RAM, sur une version meilleure qualité, etc. Et ça me permet de continuer à jouer parce que j'ai pas tous les jeux, hein. Il y a encore plein de jeux de la Switch 1 que j'aimerais m'acheter qui sont intéressants, comme l'outil avec les fantômes qui m'a l'air pas mal. Il y a aussi Captain Todd aussi qui m'intéresse. Il y a Street Fighter aussi sur Switch qui m'intéresse aussi. Parce que j'aime beaucoup les. C'est pas, c'est j'ai, c'est Ken Bogard, Johan, il s'appelle, qui justement m'a un peu transmis ça. Il m'a un peu parlé des compétitions de Street Fighter et tout. Et depuis ce moment-là où il avait parlé justement de Street Fighter, moi, ça m'a donné un peu une passion, une espèce de hype pour Street Fighter. Et donc, j'aimerais bien le trouver sur Wii, et, mais en version matérialisée, quoi. Donc voilà. Parce que j'avais trouvé ça en magasin pour 45 euros. Il y avait tous les Street Fighter de la NES, Super Nintendo, etc. Enfin, Super Nintendo, etc. Mais le problème, c'était juste un code à télécharger. Je l'avais acheté et après, en fait, je suis revenu dans le magasin quand j'ai vu que c'était pas la version physique. Et donc, je me suis fait rembourser. D'ailleurs, je ne le savais pas, mais ils m'ont remboursé en fait. J'ai rendu le jeu, le ticket de caisse, j'ai montré, etc. Et en fait, j'ai mis ma carte je sais plus comment on appelle ça, enfin, le truc où on met sa carte et après on met le code. Là, j'avais juste à mettre ma carte. Eux, avec sur leur ordinateur, ils ont tapé le montant et ils ont pu créditer mes 45 euros sur ma carte au lieu de me les rendre en espèces ou autre. Ils ont pu le rendre en espèces, mais là, j'avais juste ma carte à mettre et ils ont pu créditer ma carte bancaire. Ils m'ont rendu en version dématérialisée la somme. Et je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, ça veut dire que, en gros, un commerçant, par exemple, il pourrait prendre ses recettes, par exemple, imagine en fin de mois, tu peux avoir comment dire, ta
finis ton fin de mois et tout, tu as payé tous tes impôts, tout machin bidule. Et par exemple, la trésorerie, par exemple, tu peux, si tu as la carte du magasin, la carte de ton entreprise, bah, tu mets ta carte, tu mets le montant que tu veux mettre et hop, tu transfères l'argent directement sur ta carte. Et au lieu de passer directement par la banque. Après, peut-être que c'est uniquement pour les commerçants ou parce que j'ai rendu le jeu le jour même, je sais pas. Mais enfin, quelques heures plus tard. Donc ils ont pu modifier peut-être l'espèce de puce, la transaction. Euh, mais en tout cas, sur mon compte, ça a été crédité, hein. J'ai vu en fait, j'ai été crédité et après, j'ai l'argent est revenu. Euh, donc, où j'en étais? Euh, ouais, donc, ouais, la Switch, bah, j'espère que, bah, ouais, ce que j'aurais fait, comme j'ai dit, mettre un alliage un peu en aluminium pour faire un peu premium, mettre du 720p pour avoir une autonomie un peu meilleure. Et moi, je pense qu'ils n'ont pas mis de la version OLED directement, justement parce qu'ils vont sortir une Switch 2 OLED, justement, qui va forcément être plus puissante. Euh, je, je, je... Moi, je trouve ça un petit peu dommage quand même qu'ils mettent pas les 16 Go et 512 directement avec une version OLED. Et comme ça, s'ils auront fait une version, on va dire pro, peut-être qu'elle aurait eu 20 Go ou peut-être qu'elle aurait eu 1 Tera. Et donc, euh, euh, peut-être qu'elle serait passée à 24 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Et peut-être qu'un écran, ils seront passés sur je sais pas. Enfin, je pense qu'ils ont fait ça pour justement faire une version 16 Go après par la suite. Et peut-être que ils vont peut-être aussi, parce que j'avais parlé d'un dock avec une graphique intégrée de la même console. Donc peut-être qu'ils vont reprendre, c'est possible, hein. Après, ils l'ont jamais fait, mais rien ne n'empêche que mettre juste la partie GPU de la console dans le dock. Et en fait, quand tu docks ta console, d'avoir bah, un double GPU, le même GPU en version Sly. Et donc, ça va te permettre d'avoir des meilleures performances graphiques quand tu joues sur ta télé. Et donc, le upscaling va être beaucoup plus intéressant aussi parce que bah, comment dirais-je, tu as plus de puissance. Après, c'est vrai que le slide, la version slide, des fois ça a des avantages, mais aussi des inconvénients, parce que tous les jeux ne sont pas, ne prend pas en compte le slide. Mais vu que ce sera Nintendo et les jeux seront peut-être, il y aura peut-être des jeux qui seront pas compatibles et d'autres qui seront compatibles version slide, ou faire une version carte graphique dans le dock plus puissante que ce qu'il y a dans la console, et donc permettre d'atteindre, parce que là je crois qu'elle fait que 3 elle fait que 3 teraflops et donc, bah, augmenter jusqu'à 5 teraflops en termes de puissance graphique, ce serait pas mal. Par exemple, mettre un GPU plus gros, je sais pas, ou pourquoi pas. Enfin bon, je cherche toujours des améliorations, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, la Switch 2 OLED aura, je pense, 16 Go de RAM, un écran OLED et 500 de stockage. Après, est-ce que l'écran va être plus grand? Je sais pas, mais il y a des probabilités qu'il sera un tout petit peu plus grand, de quelques pouces, peut-être un pouce, grand maximum, mais pas plus, quoi. Et, euh, et voilà. Donc après, bah, le prix, je pense que le prix va être similaire, ou peut-être qu'il sera un petit peu plus cher, je sais pas, mais je pense qu'il sera similaire. Et le prix de la Switch 2 actuelle, bah, qui est la première du nom, quoi, comme on peut dire, bah, elle va peut-être baisser de prix. Et justement, la Switch OLED aura le même prix actuel, 470 euros ou 500 euros. Et la Switch 2 va baisser de prix, va peut-être passer à 450 ou 430 euros, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Donc voilà. Euh, je voulais juste parler un petit peu de ça. Bon, c'est vrai que ça a pris limite bah, deux vidéos de 25 minutes. Euh, et donc ouais, je suis passé à 32 Go de RAM, ça rame beaucoup moins. D'autant plus, bah, comme sur le PC portable là actuellement, j'ai aussi une 1650 Ti, donc avec 4 Go de VRAM. Donc bah, ça permet que bah, sur certains jeux, si la VRAM est s'il utilise beaucoup plus de VRAM, bah, en moins le PC peut puiser dans la RAM. Parce que bah, avec 32 Go, la carte graphique peut puiser jusqu'à 16 Go donc je peux aller jusqu'à 20 Go, mais bon, je pense pas qu'il va aller jusqu'à là. Mais en tout cas, maintenant sur War Z, je lag beaucoup moins. Enfin, j'ai moins de lag. Parce qu'en fait, des fois, j'avais des bugs, comme des freezes en fait, qui se faisaient parce que bah, j'utilisais trop la RAM en fait. Et maintenant, je les ai plus. Donc, bah, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, bah, pour moi, je pense que
il est nécessaire maintenant pour tout gamer. 16 Go de RAM, c'est pas suffisant, quoi. Prenez minimum au moins 32, quoi. Moi, c'est pour ça que je préconisais pour les joueurs de prendre 2 fois 32, 64 Go. Les gens vont me dire, ouais, mais c'est beaucoup et tout. Mais c'est plus pour l'avenir. Comme ça, au moins, dans 5 ans, tes 32 Go, et tu l'utilises dans 5 ans, hein, les jeux vont utiliser 32 Go. Euh, et dans 5 ans, bah, tu pourras toujours utiliser ton PC sans upgrader. Et en plus, quand tu vas upgrader, si tu as 4 emplacements de RAM, tu pourras aller jusqu'à 128 Go. Alors que si tu mets des RAM de 16, tu seras limité à 64 Go. Certes, 64 Go, c'est beaucoup, hein. Il y a des jeux qui. On a le temps, hein, pour que les jeux prennent 64 Go. Mais disons que si tu es aussi un professionnel et tu fais des choses comme ça, bah, ça peut être utile. Donc 2 fois 32, ça me paraît bien. Euh, Surtout que bah, là, comme j'ai pu vous montrer sur mon panier sur Metal.net, d'ailleurs sur Metal.net, je trouve ça, les RAM c'est hyper cher. Parce que sur Amazon, mes 2 x 16 en 3200 MHz en cast, c'est-à-dire le cycle 22. Après, certes, ils avaient des versions cycle en cast de 18, c'était plus rapide. Mais j'étais payé 60 euros. Alors que pour la même chose, sur au moins cher, en plus c'est des Corsair que j'ai, euh, pour la même chose sur Mattel.net, c'était 180, 160 ou 180 euros. Donc le triple, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le prix est aussi élevé sur Mattel.net. Et le moins cher qu'il y avait en 2 x 16 32 3200 MHz en case 22, ils sont à 97 euros et c'était Textorm. Et comme je connais pas trop cette marque-là, bah, j'ai préféré ne pas acheter en plus 97 euros, quoi. Alors que là, j'ai eu pour 60 euros. Donc, bah, c'est beaucoup moins cher, quoi. En gros, ils vendaient ça, la RAM à 16 Go. Et après, bah, j'en ai mis deux dans mon panier. Et voilà. Ça fait 2 fois 30 euros. Et je les ai reçus rapidement parce que je les ai commandés le dimanche et je les ai reçus le mercredi. Donc, bah, ça a pris 3 jours à venir. Donc, c'est plus rapide et donc, bah, je suis plutôt satisfait, quoi. Et donc bah là, les prochains achats que je vais faire, je pense que ça va être le PC portable que j'avais parlé. D'ailleurs, c'est un 14 pouces, écran Full HD. C'est un quad-core qui va jusqu'à 3500 MHz, donc 3,5 GHz. Euh, il a 8 Go de RAM, mais je vais changer la RAM, je vais mettre 2 fois 8. Donc si c'est une RAM de 8 qui est dedans, bah, tant mieux, je en rajoute une seule. Et comme ça, bah, ma RAM de 8 Go, je peux la revendre et ça me fera un petit peu d'argent. Je sais qu'Apikash, il les rachète. Il me rachète, bon, certes, il me les rachète que 10 euros. Mais bon, moi, ça me débarrasse. Après, je peux toujours les garder éventuellement si je trouve un PC portable en DDR4, en déchetterie ou autre. Mais bon, je préfère la vendre et comme ça, après, bah, je prends mes CD de musique. Surtout que j'ai un bon d'achat aussi de chez eux de 10 euros. Donc, ça me fera 20 euros comme ça qui sortiront pas de ma poche. Et par contre, si c'est 2 fois 4 gigas, là par contre, je vais devoir mettre mes deux RAM de 8 gigas. Et par contre, je crois que Applicache ne prend pas les RAM de 4 gigas. C'est beaucoup trop peu, il me semble. Il me semble qu'il prend pas les RAM de 4 gigas parce que bah, c'est trop faible en termes de capacité. À la limite, s'il me la reprendront, et une version 4 gigas, il prendrait 5 euros, quoi. Donc, certes, mes deux RAM de 4 gigas, il me les reprendrait à 10 euros les deux. Mais voilà, quoi. Euh, mais je crois pas que. Je ne pense pas en théorie. Donc, bah, ça me fera un PC justement à 14 pouces que tu peux. En fait, tu l'ouvres et après, tu peux retourner l'écran de l'autre côté. Et en fait, après, il devient en version tablette 14 pouces. Et le clavier de l'autre côté se désactive. Et donc, bah, tu n'auras pas d'erreur qui va se produire. Et donc, après, tu peux utiliser tes doigts comme un smartphone, en fait, mais de 14 pouces. Et je pourrais mettre une carte SIM dedans. En fait, il y a un slow carte SIM, et je peux mettre ma SIM dedans. Et donc, ça va me permettre bah, d'aller sur Internet. Et partout où je vais, si je vais faire du camping, ou si je vais chez des gens, enfin des amis, ou chez ma sœur, ou je sais pas, sur un endroit, mettons, autre, hein, où je sais pas, je vais faire un camping sauvage par exemple, bah je peux prendre ce PC-là, je mets ma carte SIM dedans, j'ai un meilleur confort visuel. En plus, il a 512 de stockage. C'est une carte graphique intégrée par contre c'est une UHD 620. Bon, c'est pas la pire, hein, parce qu'il y a aussi la version 520 qui est moins bonne, donc c'est un petit peu mieux. Euh, je pourrais jouer à quelques jeux Android dessus.
Et bah, ça ferait justement un quad-core à 3500 MHz, à 3,5 GHz, 16 Go de RAM, 512 de stockage, avec ma carte SIM dedans. Et bah, l'autonomie, vu que c'est un 14 pouces, il est petit en plus, léger, donc bah, il prend pas de place dans le sac à dos, etc. Et j'aurai Internet partout. Et après, bah, pour le charger, je sais pas si c'est un chargeur propriétaire ou si c'est de l'USB type C, mais si c'est propriétaire, c'est un peu dommage. Euh, Parce que j'aurais pu le recharger avec une batterie externe. Mais dans tous les cas, rien ne n'empêche il y a bien, il existe de toute façon avec des allumes-cigares de recharger le PC ou éventuellement prendre, je crois qu'il y a des petits panneaux solaires que tu peux acheter transportables, hein, genre des 30 ou 40 watts, où tu peux mettre une prise dessus, ou je m'amuse à bricoler, à modifier comment on appelle ça, ou je m'amuse à modifier, comment on appelle, euh, des batteries externes pour atteindre justement les 19,6 volts et, et le wattage souhaité. Et je le modifie et après, bah, faudrait que je retrouve le même. Je la modifie et après, bah, comme ça, bah, en modifiant avec les batteries, je mets une prise dessus, bon, avec du scotch et tout. Et après, bah, comme ça, je pourrais brancher mon PC dessus. Ça fera euh, comment dire, une batterie secondaire, quoi, que je brancherai par prise, quoi. Si c'est une prise propriétaire, comme les prises conventionnelles, les prises rondes, c'est normal, des PC portables, vu que c'est pas de l'USB type C, donc bah, je modifie une batterie. Les batteries, je crois que c'est des 3,7 volts, donc après, bah, il va falloir que bah, je prends plusieurs batteries. Par exemple, j'en prends 3 ou 4, ou j'en prends deux, et après, bah, que je prends après un convertisseur qui va augmenter le voltage via un condensateur, en fait, qui va emmagasiner le voltage que tu veux, et après qu'il en renvoie l'énergie sous bah, le volt que tu veux. Et après, bah, il y a des adaptateurs pour l'ampérage, etc. Tu peux tout adapter. J'ai jamais fait ça, mais ça peut être un exercice intéressant à faire. Et en plus, bah, comme ça, bah, j'en sentirais que plus instruit. Comme ça, je saurais faire ça, quoi. Transformer les batteries externes en batteries de prise murale, quoi. Mais par contre, j'aurais plus les USB, quoi. Après, je peux toujours cumuler plusieurs batteries, par exemple, utiliser 3,7 volts. Euh, mais après, il y a aussi des batteries plus puissantes hein, qui vont jusqu'à 100 watts, des choses comme ça. Je peux très bien prendre une batterie comme ça et après bah, changer. Et après, bon, c'est pas recommandé, hein, bien sûr. Et après, mettre pas une prise de maison, quoi, murale, et mettre dessus et normalement, ça devrait fonctionner. Mais je pense que ce sera le plus simple d'ailleurs à faire que prendre des batteries à 3,7 volts. Tu sais, que les petites batteries, vu que j'ai une petite batterie là, de 5000 mAh, c'est bien juste pour recharger un smartphone en USB ou des écouteurs ou comment on appelle, ma cigarette électronique. Ça, c'est bien. Mais sinon, pour le reste, pour recharger tu peux pas recharger un PC avec ça, quoi. Même 5000 mAh, c'est pas beaucoup, quoi. Mais ouais, je vais voir. De toute façon, c'est un projet que je vais faire parce que bah, c'est un peu intéressant. Et comme ça va me permettre avec des petits panneaux solaires, parce que tu peux acheter des petits panneaux solaires transportables de 30 à 50 watts que tu peux porter dans ton sac à dos. Et donc, bah, après, bah, quand tu fais du camping sauvage, tu mets ton petit panneau solaire de 30 watts. Certes, c'est pas beaucoup, mais ça te permet de recharger tes batteries et après d'utiliser après le PC justement portable que je peux acheter avec la carte SIM. Et donc, ça te permet, par exemple, pendant une semaine, de passer une semaine sans avoir besoin de prise de courant, juste avec l'énergie solaire, de recharger tes batteries et bah, après, c'est sûr que ton smartphone va consommer moins d'énergie que le PC, mais par exemple le soir, si tu veux te regarder un petit film ou un petit truc comme ça, ou aller sur Internet ou sur YouTube, c'est quand même plus confortable que sur un smartphone. Euh, Après, tu peux aussi utiliser le PC uniquement comme moyen de stockage. Par exemple, tu prends des unités de stockage externes, comme des disques durs, par exemple. Tu prends des disques durs, privilégiez plutôt les SSD, hein. Si vous êtes quelqu'un de nomade et que vous bougez beaucoup, prenez pas, par exemple, là, ça, celui-ci, bah, par exemple, je parle des disques durs comme ça, hein. Ça, c'est des disques durs 2,5 pouces. Là, c'est un disque dur qui est dedans. Et donc, ça aime moins le transport que, par exemple, c'est le même, là, bon,
que vous allez voir, c'est la même chose. Mais là, dans celui-ci, il y a un SSD de 480 Go dedans. Et en fait, bah, c'est plus résistant au choc, etc. Et au moins, quand vous le mettez dans votre sac à dos, si vous faites tomber votre sac ou des choses comme ça, il y a moins de risque de perte de données. Donc, je privilégier justement les SSD en 2,5 pouces. C'est une assez bonne vitesse. Moi, en tout cas, avec mon PC actuel, je suis à peu près à 300-350 MO par seconde en taux de transfert, donc c'est plutôt rapide. Donc ça vous permet en fait d'avoir par exemple, si vous avez un smartphone et vous vous amusez à filmer ce que vous faites, etc., ou même un appareil photo, vous pouvez toujours mettre votre micro SD après sur le PC et après transférer directement ça sur un disque dur externe au lieu de le mettre sur le PC. Après, tu peux toujours mettre ça sur le PC parce qu'il a 500 de stockage, en tout cas pour mon cas. Et tu peux aussi avoir des disques durs externes et donc tu transfères après toutes tes photos, toutes tes vidéos, directement toutes tes rushs sur ton SSD. J'insiste, hein, prenez bien un SSD. Et parce que ça évite la perte de données. Après, il y a aussi. D'ailleurs, je voulais dire que je me suis trompé sur le prix. D'ailleurs, sur ça, le Asus, là, le graveur DVD, je ne l'ai pas payé 50 euros, hein, je l'ai payé 30 euros en fait. Hein, je me suis trompé de prix. J'ai payé 30 euros. Donc, c'est pas très cher, hein, 30 euros. Donc, c'est un seul branchement comme ça. Par contre, il faut savoir que euh, le branchement justement du lecteur, parce que les gens ils savent pas forcément s'il y a deux, parce que là j'ai deux sorties USB. En fait, vous pouvez l'utiliser avec un seul USB si vous voulez lire un DVD. Ça fonctionne. Par contre, si vous voulez graver un DVD ou un disque, là il va falloir mettre les deux prises parce que la gravure va demander plus d'énergie. Et donc là, il faut brancher les deux prises. Donc la deuxième prise, elle est utile uniquement pour envoyer plus de courant et donc avoir plus d'énergie pour le lecteur et donc pouvoir faire une gravure. Et donc c'est pour ça ces lecteurs-là ont besoin justement de deux prises USB pour faire de la gravure. Mais sinon, si c'est juste de la lecture, euh, un seul port USB suffit. Et donc c'est intéressant parce que ça te permet par exemple, de faire des compilations de musique, comme j'avais expliqué, des CD originales, tu copies tes CD, ce que j'ai fait avec Arcol, hein, j'ai copié, je l'ai en version. Là, je l'ai en version MP3, mais je l'avais copié, oui, je l'ai copié et le son était dégueulasse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai toujours fait des transferts sur mon PC et tout, et c'était toujours bien passé. J'ai comme mes albums IAM et tout, j'ai transféré en Wave, et la qualité est bonne. Alors que là, je sais pas pourquoi, mais avec le CD Arcol, je sais pas si c'est le lecteur ou la façon que j'extrais les musiques, mais en tout cas, moi, je l'avais fait je l'avais fait sur quoi? Quel Windows? Si, si, je l'avais fait sur un Windows 10. Là, j'ai Windows 11, mais je l'avais fait sur un Windows 10. Ça avait très bien fonctionné avec le lecteur Media Player, intégré justement au Windows. Et ça n'avait pas posé de problème. Là, je sais pas, le son est dégueulasse. Enfin, je sais pas pourquoi. Et donc, ouais, donc, ce que je voulais dire, en revenir, c'est que ça me permet en fait de prendre mes CD, prendre les morceaux, mes morceaux préférés de chaque album que j'aime, et après de faire une compilation et après faire mettre ça sur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté mes CD vierges. C'est justement pour faire des copies des musiques originales que je copie sur le PC. Et ensuite, c'est la version Wave que je copie après en, en format audio sur un CD. Et en fait, ça reconstitue la meilleure qualité sonore d'un CD audio, mais sur un CD gravé avec une compilation. Donc, j'ai la meilleure qualité sonore en compilation. Et je peux aussi, par exemple, graver comment dire, mettre plusieurs, par exemple, mes CD de musique Wave. Vu que c'est quand même 50, 60 MO, donc il faut compter 700 MO par CD, par CD de musique. Donc après, je peux les mettre ça sur un DVD. Donc sur un DVD, après, je peux mettre 6, si je ne me trompe pas. Six, ouais, c'est ça, je peux en mettre 6. Je peux mettre 6 albums de musique sur un DVD. Et donc, ça peut être intéressant aussi, par exemple, si par exemple, IAM, par exemple, qui a ils ont beaucoup d'albums, hein. Donc, ça va permettre, par exemple, de graver sur plusieurs DVD et de ne pas réutiliser votre, euh, votre CD original. D'ailleurs, même copier sur votre disque dur les CD, vos CD originaux sur un support informatique comme un PC, c'est bien parce que ça permet justement de ne pas réutiliser ces CD, donc de ne pas les rayer, etc., et les user. Ou pourquoi pas faire des copies de vos CD originales. Comme ça, moi, vous usez pas les originaux.
et comme ça vous utilisez la version gravée et vous avez le droit de le faire parce que vous avez les droits d'auteur et c'est dans un cadre personnel. Et, et sur un DVD, ouais, vous pouvez mettre plusieurs albums dessus, mais à ma connaissance en tout cas, il me semble pas qu'il y a de platine audio qui lie le format DVD audio. C'est-à-dire et je trouve ça vraiment dommage parce que je pourrais mettre par exemple les 6 albums d'IAM, je mets mon DVD audio, qualité audio, donc bah, avec les 6 albums dans une platine, et comme ça bah, j'ai une centaine de musiques, 100 à 120 musiques euh, que je pourrais mettre dessus en gardant la qualité fidèle du CD sur un DVD et d'écouter la musique, de toutes les musiques. Ou par exemple, te faire une compilation de tes 6 albums préférés, tu vois, par exemple. Et tu les mets ça sur un DVD, tu mets sur ta platine et tu as tes musiques et tu vois, ils sont classés après par dossier. Et donc après, bah, tu peux mettre sur ta platine, tu choisis quel dossier que tu veux et après tu cliques et hop, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire, je sais pas si ça se fait. En tout cas, ça doit exister en tout cas. Mais après, rien n'empêche de le faire sur PC portable, mettre des enceintes sur un PC portable et de copier tes CD audio et après mettre tes enceintes et après d'écouter ta musique en version wave, ta version originale, sans utiliser de platine tu sais, ou de CD pour mettre ton CD audio. Après, tu peux toujours, comme j'ai dit, graver ton CD et te le mettre en format audio et de le mettre dedans, ton CD gravé, et de le lire aussi sur ta platine. Tu peux même aussi, pourquoi pas, compresser ton Wave en MP3 et après éventuellement mettre, vu qu'un MP3 ça fait à peu près 4-5 MO par album de musique, donc bah, tu comptes entre 80 et 100 MO par, par album de musique. Donc tu peux mettre 5 à 6 albums de musique et donc bah, y a les platines qui lisent le MP3 et donc après bah, tu peux mettre ton CD MP3 sur ta platine audio, bah, ta chaîne IFI quoi. Et donc bah, ça te permet en fait d'avoir 100-120 musiques sur ta platine tes 120 musiques préférées par exemple éventuellement ou mettre des albums entiers et bah, de mettre un seul CD. En fait, c'est un CD en plus. Parce que le MP3 prend pas de place. Bon, certes, c'est très vieux, hein. Je crois qu'il date de 93, le MP3, ou un truc comme ça. Ah, je sais plus, c'est un format extrêmement vieux. Mais en tout cas, on l'utilise toujours. Certes, le MP3, il y a de la perte. C'est mieux d'avoir du AAC ou du OGG, par exemple, ou il y a quoi d'autre comme du FLAC aussi qui est pas mal, qui permet d'avoir moins de pertes ou pas de pertes du tout, mais qui prend moins de place. Et donc bah, faire ça, mettre ses CD préférés sur un gravé, ou, bah, si vous avez les originaux, et bah après comme ça sur votre platine ou sur votre chaîne vous pouvez écouter toutes vos musiques et comme ça vous fait moins de piles de musique. Par exemple, vous rangez tous vos CD originales, vous copiez tous vos CD en MP3, certes vous avez une perte de qualité, mais vous copiez tous vos fichiers, tous vos albums de musique euh, en MP3 sur votre PC, vous les mettez sur votre PC en Wave, et après vous les convertissez en MP3, vous convertissez tous vos albums originaux en MP3, et après vous faites plein de CD euh, avec vos musiques que vous avez converties en MP3. Et comme ça, au lieu d'avoir un 100 CD ou un truc comme ça, bah, vous avez 6 fois moins de CD, quoi. Donc, par exemple, au lieu d'avoir 100 CD, bah, vous avez 25 CD, quoi. Donc, ça prend moins de place. Et donc, bah, après, vous savez de toute façon, c'est vous qui gravez les trucs, donc vous savez comment vous rangez vos musiques. Et donc, bah, vos 100 CD originaux, vous pouvez les ranger dans un placard, euh, justement, euh, qui ne soit pas exposé à la lumière, etc. Donc, dans un placard sec et tout. Et pourquoi pas, si vous avez un enfant, au moins, si votre enfant qui est en bas âge casse un CD, au moins ce sera un CD que vous aurez copié, gravé, un CD gravé, ce ne sera pas la version originale. Donc ça peut aussi être un avantage si vous avez des enfants, de copier ces CD originales. Parce que bon, perdre un CD original, c'est quand même triste, surtout culturellement. Surtout que bah, personnellement, moi, bah, j'ai des CD de musique, je sais pas si ouais, non, là, c'est des vierges, mais je suis pas sûr. Celui-là, c'est lequel? Non, pas celui-là.
Excusez-moi. Ouais, c'est bon, c'est pas trop tombé. Par exemple, cet album-là d'IAM, bah, il est sorti en 2002. 2002. Donc vous imaginez, le CD, il a 23 ans. Donc imaginez votre enfant qui casse ce CD. Bah, c'est hyper triste. Et culturellement, bah, c'est triste parce que bah, pour retrouver après ce CD-là, certes avec Internet c'est assez facile, mais disons que bah, ils se font de plus en plus rares parce que bah, soit ils sont trop rayés, soit les gens bah, ne les écoutent plus, soit ils ont jeté ou autre parce que je sais pas, bon, plutôt rare qu'on jette un album d'Akhenaton. Mais en tout cas, c'est possible que ce soit le cas, ou des CD, combien de CD originaux qui ont été cassés par des bambins. Et donc, bah, justement graver ces CD-là sur un CD vierge, et bah ça permet comme ça, s'il y a un CD qui traîne, bah, moi si Bambin casse le CD, bah, ce sera le CD gravé, pas l'original. Et comme ça, vous mettez ça dans le placard, tous vos CD original, et vous remettez à clé. Comme ça, bah, le Bambin, bah, il peut pas casser vos CD original. Moi, il cassera uniquement les CD gravés. Bon, c'est quand même, comment dirais-je, je dirais pas triste, mais embêtant. Mais ça coûte moins cher de racheter des CD vierges que racheter un CD original. Parce que des fois, la cote des CD comme ça, ils peuvent monter très vite, hein. Moi, ça va, j'ai la chance quand même à Picage de payer pas trop cher. Mais d'ailleurs, je suis je suis un peu, comment dirais-je, je regrette un peu parce qu'en fait, quand j'avais été la première fois à Picage, il y avait au moins 13 ou 13 ou plus, même voire 15 albums de musique. Il y avait quasiment toute la discographie de Linkin Park. Il y avait quasiment, il y avait du Korn, plein de trucs, mais il y en avait pour 130 euros. J'avais de l'argent, j'avais juste un transfert d'argent à faire de compte à compte. Et bah, je ne l'ai pas fait parce que bah, je sais pas pourquoi. Parce que je disais, parce que si je payais, en plus je pouvais payer, hein. Je pouvais payer, mais j'étais en découvert après si je payais. Et ça me coûtait 130 euros. Et ouais, si c'est 130 euros, donc ouais, il devait avoir plus d'une dizaine de CD et je les ai pas pris et j'aurais justement dû profiter de cette occasion-là et de les acheter. Comme ça, bah, j'aurais eu toute la discographie de Linkin Park. J'aurais eu aussi d'autres comme du Evanescence, hein. Certes, c'est des trucs qu'on écoute quand on était, en tout cas pour ma part, quand j'étais plus jeune, j'étais dans mon adolescence. Euh, Bah, c'est ou comment, Nestwich, un truc comme ça, ou la Kunakoi, par exemple, c'est écrit Lacuna et Coil. Et bah c'est pas mal, c'est plutôt intéressant et tout. Et j'avais trouvé des albums comme ça et tout. Et bah ça me coûtait plus de 130 euros et encore, j'en avais sélectionné. J'aurais pu en acheter beaucoup plus. Mais si j'aurais ouais, j'ai manqué pas de réflexion, mais disons que j'ai été trop prudent. J'aurais dû plutôt prendre des risques et dire voilà, tant pis, je suis en découvert, mais je me fais plaisir. Une occasion à pas louper. Et donc, bah, c'est pas grave que je suis pas au découvert. J'ai trouvé des CD qui sont plutôt relativement rares parce que des CD qui ont plus de 20 ans, c'est quand même relativement dur à trouver. Surtout en physique. Peut-être en brocante, ça se trouve, hein, ça se trouve aussi. Mais disons que c'est dommage, quoi. En tout cas, quand tu vois les prix parfois sur Internet, des fois, par exemple, d'Akhenaton ou d'Ayam, des fois, ils peuvent monter à des prix comme s'ils étaient neufs, quoi. Mais alors que c'est de l'occasion, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, je suis un fervent défenseur des CD originales, en tout cas. Après, je dis pas que j'ai quelques albums de musique en MP3. Donc, mais à la finale, je vais les acheter. Par exemple, comment on appelle ça, le Nirvana, par exemple, il me semble que je l'avais. Non, ça devait être un pote qui devait l'avoir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que je vais le trouver à Pikachu ou dans un vide-grenier ou autre, bah, je l'achèterai et ça ferait que bah, j'aurai les droits d'auteur. Et donc, bah, en fait, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, les CD et les musiques, je vais les acheter parce que bah, moi, je veux pas rester avec du MP3, quoi.
Là, j'ai en format MP3 et moi, je préfère avoir du Wave, quoi. C'est beaucoup mieux. Et d'autant plus que le Wave, vous pouvez le transférer sur votre smartphone et le smartphone lit le Wave aussi, hein. Donc, vous avez une meilleure qualité audio. Après, il faut un casque qui va avec aussi. Euh, Là, actuellement, j'ai un casque, moi, qui va de 20 à 20 000, 20 Hz à 20 000 Hz, mais privilégier aussi les casques, par exemple, qui descendent plus bas. Par exemple, qui vont être à 5 Hz et qui va monter, péton, à 30 000 ou 38 000. Par exemple, là, j'en ai vu un là, que j'ai peut-être que j'aime acheter bientôt. Bon, il vaut 160 euros, mais il va de 7 Hz, il me semble, ou 8 Hz, et il peut monter jusqu'à 38,5 ou 38 000, hein, 38 500. Bon, il vaut 160 euros, mais la qualité sonore va être bien meilleure. Après, certes, j'ai mon JBL qui est très très bien, hein. J'ai rien à lui redire à celui-ci, hein. Surtout que bah, je peux le débrancher, après je suis en mode Bluetooth et tout, c'est super pratique et tout. Je dis pas, mais disons que ça reste un son neutre. Et bah, je préférais avoir un casque qui descend plus bas dans les fréquences et qui monte plus haut dans les fréquences pour bah, plus de boom boom et des sons que je retrouve pas dans certains albums, enfin certaines musiques, même en qualité wave. Euh, Mes oreilles se sont toujours habituées, même l'autre casque bah, que j'ai fait exprès brûlé avec une bougie parce que je l'avais posé et j'étais à configurer Mortal Kombat et j'avais pas vu que j'avais posé près d'une bougie et l'arceau s'est brûlé. Bon, après le casque fonctionne toujours, mais c'est plus très confortable de le porter, quoi. Mais en tout cas, rien n'empêche que je peux très bien faire un démontage, après faire en imprimante 3D, refaire le casque, etc. C'est une possibilité. Mais en tout cas, je vais pas le jeter parce que les deux écouteurs fonctionnent. Bon, après, j'ai payé 30 euros. Bon, c'est pas énorme, mais je vais pas le jeter quand même. En plus, il est plutôt de bonne qualité en termes sonores. C'est un Sony. Donc, non, je vais pas le jeter. Et, euh, et ouais, et j'ai ça bah, surtout quand je sors dehors, je trouve ça plus discret. C'est des écouteurs comme ça. Les écouteurs, tu as 12 heures d'autonomie et tu peux la recharger avec bah, la boîte 3 fois. Donc, tu as 48 heures, 48 heures d'autonomie en tout. Donc, bah, 12 heures dans, dans les écouteurs, plus 36 heures dans, dans la batterie du dock de rangement. Et donc ça fait 48 heures. Et le casque, lui, il a 65 heures d'autonomie. Donc 65 heures, c'est quand même pas mal, quoi. Donc bah, en gros, bah, je le charger, dès qu'il est chargé à fond, et je peux le mettre en mode Bluetooth. Pendant 65 heures, je peux écouter de la musique. Donc c'est plutôt cool. En plus, c'est bien parce que t'as pas de fil. Moi, je trouve ça super appréciable, surtout le soir. Bah, des fois, j'utilise le casque, des fois, j'utilise les écouteurs. Mais c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour le casque. Et bah, en fait, je prends mon smartphone, je le pose un peu plus loin sur le meuble. Et comme ça, bah, j'ai mon casque Bluetooth qui est beaucoup plus loin. Comme ça, bah, j'ai pas les ondes, les ondes, pas Wi-Fi, mais les ondes bah, de 4G, etc. Les ondes du téléphone, quoi. Bon, après, il y a les ondes Bluetooth, certes, mais bon, apparemment, ça rappelle dans la santé. Mais en tout cas, une chaussure, après, il suffit que je tapote sur mon oreille droite et après, ça m'épose. Si je tapote une fois, ça m'épose. Si je tapote 2 fois, ça change de musique. Euh, il me semble que. Non, ça doit être de l'autre côté. Et ce côté-là, c'est quand je tapote, c'est pour appeler l'assistant Google et en fait, après, bah, je lui parle et après, bah, il me trouve il me fait des recherches vocaux. En fait, je tapote et après, je dis voilà, combien il y a d'habitants dans tel pays, bah, ça m'ouvre direct l'application et ça fait la recherche. Et en fait, c'est juste en tapotant sans toucher à mon smartphone, en fait. Et je sais pas par contre s'il y a une voix qui va me répondre. Tu vois, genre, tu poses la question et après il va te répondre pour la première page. Mais j'ai pas encore essayé. Mais en tout cas, ouais, je me mets dans mon lit, je mets les téléphones plus loin. Et après, bah, quand je commence vraiment à m'endormir, bah, je tapote une fois, je mets pause et j'éteins mon casque et je laisse le Bluetooth allumé sur le smartphone, c'est pas grave. Et après, bah, je m'endors. Et donc, ouais, c'est assez pratique. Surtout que, bah, par exemple, je peux être assez loin, hein. Genre 5 mètres, je capte encore, hein. Bah, il faut que je fasse le test de distance avec mon casque. À combien de mètres je peux aller. Et en plus, il y a un micro. Donc, bah, par exemple, si un jour je me mets à rejouer à World of Warcraft, euh, si je suis sur un Discord, un Discord ou un Mumble ou un TeamSpeak, peu importe, bah au moins comme ça avec mon micro, bon, si j'ai pas tout sous le toit bien sûr, mais au moins si par exemple je peux me trimballer avec mon casque
Et bon, après, si y a le touch to c'est mieux quand même. Le touch to c'est mieux pour tout le monde. Parce que des fois, si t'as des chats, des chiens ou des qui peuvent passer, ou même toi, tu peux écouter de la musique qui veut pas forcément écouter ta musique que tu écoutes toi. Donc, quand t'es en touch to tu peux toujours écouter les conversations que tes amis euh, parlent. Et en fait, bah, tu peux te promener, par exemple, aller te faire un café ou aller te faire un thé tout en gardant ton casque et de pas perdre le fil de la conversation. Donc, bah, c'est plutôt intéressant d'avoir un casque sans fil. Donc voilà. Voilà, bon, j'ai beaucoup blablaté quand même. Donc ouais, assez content. Et, en plus, c'est surtout que ça, au lieu de les payer 100 euros, je l'ai payé 60 avec les vignettes. Et l'enceinte, au lieu de 60, j'ai payé 30 euros. Et ce casque-là, il coûte 100 euros et je l'ai eu à 70 euros. Mais ça chute, on va dire. Et normalement, ouais, j'aurais dû le payer 100 euros, mais il y avait 30 euros dessus. En plus de la réduction. Parce qu'à la base, le casque, il était vendu à 200 euros. Mais sur Internet, en fait, il est à 160 euros. Et en fait, avec euh, Intermarché, bah, j'avais mes lunettes. Et normalement, j'aurais dû payer pour celui-ci 100 euros. Mais j'ai payé 70 euros. En fait, je me suis trompé encore. En fait, je me suis trompé, j'avais pris le gamme en dessous que je voulais prendre. Donc, bah, j'avais pris le mauvais casque. Et quand je suis retourné, j'ai pris le casque au-dessus de ce que moi je voulais prendre. Et donc, bah, je me suis retrouvé avec le casque au-dessus. Mais sur mon ticket de caisse, c'est bien marqué ce casque-là, mais à 70 euros au lieu de 100 euros. Donc, ma garantie fonctionne, mais le prix est pas bon. Normalement, ça aurait dû être 100 euros. Bon, faut pas m'embêter. Donc, j'ai eu de la chance, quoi. Au lieu de payer 100 euros, j'ai payé 70 euros. J'ai payé le modèle inférieur. Et là, bah, je vais pas me plaindre. Donc, voilà. C'est comme certains jeux de Switch que tu vois, ils vont être à 60 euros. Et je sais pas, je encaisse, ils passent à 47 euros. Donc, c'est pas plus mal. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des réductions, peut-être que les prix sont pas à jour. Sans doute. Je sais pas. Non, en tout cas, c'est plutôt avantageux. Et puis, de toute façon, 60 euros le jeu de Switch 1, c'est trop cher. Les prix, normalement, c'est 47, 50 euros maximum. Et là, ouais, Nintendo avec sa Switch 2, là, avec ses jeux à 90 balles, non, mais c'est horriblement cher. Je sais pas ce qu'ils font, mais je pense qu'ils ont ils ont dû perdre des joueurs. Parce que certains joueurs ont dû se tourner sur la PS5 ou la PS, ou la Xbox, la série X par exemple. Pour la série X, je crois qu'elle vaut 600 euros et tu as le lecteur. Alors que là, tu prends la Switch, tu prends une housse, la Switch, tu prends Mario Kart, euh, bah t'es déjà quasiment à... Parce que là, la console, je crois, la console nue, je crois qu'elle est à 470 euros. Donc voilà, quand tu vois la différence, il n'est pas énorme. Donc autant prendre une Xbox à 600 euros et tu auras des meilleurs graphismes avec la Xbox Series X ou une PS5 avec le lecteur ou même une version Pro hein, qui est à 700 euros, pourquoi pas rajouter un petit peu plus et avoir peut-être des meilleurs graphismes. Mais bon, après, quand tu achètes une Switch, c'est surtout pour les exclusivités comme Mario, Yoshi, Kirby, etc. Bon, pour l'instant, la ludothèque, elle est plutôt. Il n'y a pas beaucoup de jeux, mais ça reste pas une mauvaise console. Bon, ceci dit, par contre, ouais, il y a quand même quelques défauts, il faut quand même l'avouer. Par exemple, le fait que, bah, apparemment, il y aura eu le stick qui bougerait, il y aura le même problème que sur la Switch 1. Moi, ça me paraît vraiment étrange que ça fait au moins 2-3 ans que ça n'a pas été réglé. En tant qu'ingénieur ou même en tant que concepteur, moi, ça me paraît inconcevable en fait que sur la Switch 2, il y a le même problème de drift, je sais pas comment ils appellent ça. En gros, c'est que ton personnage, il avance tout seul. Moi, je trouve ça bizarre. Parce que bah, c'est une nouvelle console, bon, peut-être avoir une mise à jour, j'en sais rien. Mais moi, ça me paraît vraiment bizarre en termes de conception d'avoir le même problème. Donc, je vais et, et donc, ouais, je trouve ça bizarre. Bon, apparemment, il y a des joueurs qui ont eu ça. Il y en a d'autres qui se plaignent un peu sur la batterie, comme quoi l'autonomie n'est pas assez grande. D'autres qui se plaignent parce que le plastique est un peu trop cheap. Trop, et c'est vrai qu'une version aluminium aurait été beaucoup mieux, surtout en plus pour le refroidir. Euh, En fait, le châssis en fait, de la console aurait permis de servir de dissipateur. Et comme j'avais parlé, ils auront pu mettre un autre processeur, un Snapdragon par exemple,
qui est intéressant. Mais là, ils sont partis chez Nvidia. D'ailleurs, Nvidia d'ailleurs, commence à faire des CPU et non des GPU. Et bah, je trouve ça dommage parce qu'ils seront partis sur un Snapdragon, par exemple, le 8 Gen 3. Et au lieu de, par exemple, le Snapdragon 8 Gen 3, il a un gros cœur, 5 moyens cœurs et 2 petits cœurs. Et donc, bah, moi, ce que j'aurais fait comme architecture, j'aurais fait 2 gros cœurs, 4 moyens cœurs et 2 petits cœurs. Et donc, j'aurais réparti, en fait, parce que en fait, sur le, sur le, comment on appelle ça? Ouais, le Snapdragon 8, je l'appelle 8 parce que j'ai 3 après c'est trop long, mais vous avez compris l'idée. En fait, j'aurais pris un E-core, donc un moyen core, je l'aurais passé en prime core, donc en gros core, donc pour avoir un dual core, et j'aurais augmenté les fréquences, j'aurais monté à 3750, oui, aussi précis, ou 3700 à la limite, 3700 sur les deux prime core, et sur les 4 autres E-core, bah, je serais passé à 3000. Et sur les deux on va dire basse consommation, je serais passé à 2000 MHz. Au lieu, parce que l'original, c'est un prime core à 3000 MHz avec 3 E-core euh, à 3300 MHz et 2 E-core à 3 GHz. Et les basses consommations, ils sont à 2,3 GHz. Donc en fait, bah, j'aurais baissé à 2 GHz les tout petits corps, 2 GHz. Les 4, les 4 moyens corps, ils seront plus 5 mais 4 ils seront passés à 3. Donc bah, j'aurais baissé les fréquences un petit peu, de 300 MHz sur, sur, euh, sur, bah, sur les corps, quoi. Au lieu d'avoir 2 corps, parce que là, il y en a 3 à 3300, et le Pram qui a 3300, d'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il a aussi la même fréquence que les corps, mais bon, soit. Euh, en fait, en baissant en fait, ça me fait gagner des mégahertz. Et en fait, ça fait que au lieu d'avoir 2300 sur les deux, bah, ça me fait gagner 600 mégahertz. Et en récupérant sur les 3 E-core, les 300 mégahertz, ça me fait 900. Donc, bah, ça me fait 1500 mégahertz de moins. Et ces 1500 MHz, je les aurais mis sur les Prime Core, justement. Les Prime Core. Et justement, bah, 1500, ça te permet tu mets 3700. Donc, bah, il te reste encore 800. Donc, attends, est-ce que je me suis pas trompé encore? Parce que à chaque fois, je calcule, mais des fois, je vais trop vite et attends, 3, 6, 9. Ouais, c'est à 1500, ouais, ouais, 1500 MHz. Et donc, ouais, ça fait que bah, ça te fait il y a deux basses consommations à 2000 MHz, 4 à 3000 MHz, et deux qui seront en fait, utiliser les 1500 MHz que tu as pris sur les autres corps, les mettre sur les prime corps, en fait. Et donc, bah, ça fait que tu peux monter à 3700. On va dire que tu montes. Imaginons que tu mets 4000. Ouais, tu peux mettre. Donc ça fait 3800. Ouais, tu peux monter à 3900, 3900 MHz, enfin 3,9 GHz sur les prime core. Et donc bah, ça fait deux gros corps presque à 4000 GHz. Donc très intéressant. Et en fait, tu as les 4 E-corps qui vont plus être là. Les deux gros corps, eux, ça va être plus bah, vraiment les trucs lourds, etc. du jeu. Et les E-corps vont plus être là pour, par exemple, qui vont par exemple simuler par exemple la météo, des choses comme ça, des trucs qui vont demander un petit peu moins de ressources. Par exemple, les gros corps, ils vont être plus de la physique, etc. Et les basses consommations, ça va plus être par exemple sur des choses qui vont par exemple, je sais pas, des choses qui vont demander beaucoup moins de ressources. J'ai pas d'idée précise en fait, mais un truc, en gros, tous les corps pourraient être utilisés en fait, mais ils seront pas utilisés de la même façon dans un jeu. Et en fait, c'est ça tout le but d'un d'un- d'un- d'un processeur avec plusieurs fréquences, c'est que bah, quand tu fais ton jeu, d'autant plus que ça doit être sur Nintendo, donc bah, les développeurs ils savent qu'ils ont telle puissance et donc ils savent comment coder leur jeu. Et après, bah, bien répartir la puissance, la charge de travail sur les bons corps, etc., pour qu'il y ait un jeu fluide et donc un jeu optimisé, quoi. Et donc, bah, avoir ce genre de Snapdragon 8 Gen 3, comme j'ai expliqué, en enlevant un corps, en le passant en prime core, et donc bah, ça permettrait d'avoir deux
deux gros corps, 4 et après 2. Euh, et donc, et en plus, sur une consommation de 10 watts. Euh, et je crois qu'il peut monter jusqu'à 25 watts, si je ne dis pas de bêtises, ou 30 watts. Mais bon, c'est pas énorme. En tout cas, il peut fonctionner à 10 watts. Et rien ne n'empêche après, tu vois, que Nintendo aurait mis une option où on aura pu désactiver les deux gros corps, par exemple. Si on joue à des jeux, par exemple des jeux de la Switch 1, il n'y a pas besoin d'avoir toute la puissance. Parce que j'imagine que les jeux de Switch 2 demandent beaucoup plus de puissance GPU et CPU et de RAM. Donc quand tu joues à tes jeux de Switch 1, par exemple désactiver tes gros corps ou désactiver par exemple choisir quel corps tu veux désactiver en fait. Personnalisable en fait. Après bien sûr, si tu désactives tout, si tu laisses que les deux bases consommation, faudrait que le système soit extrêmement léger. Euh, Parce que fonctionner sur 2000 MHz sur un dual core, mais en tout cas, euh, il y aura une interface qui te dira non, ça c'est pas possible parce que le système te consomme tant et donc si tu et donc voir les choisir la consommation en fait de désactiver déjà rien que les deux gros corps par exemple pour jouer à tes jeux de Nintendo 64 ou tes jeux de Wii ou tes jeux vraiment de rétro gaming quoi ou GameCube, t'as pas besoin d'avoir tous tes corps actifs. Après certes le CPU peut baisser ses fréquences etc, mais les désactiver totalement via une interface, tu vois, ça te permet, en fait, tu sais qu'ils n'utilisent pas ces processeurs, ils sont désactivés. Et donc, ils n'utilisent pas du tout. Et donc, au moins, tu utilises que tes moyens corps et tu as une meilleure gestion d'énergie, en fait. Et comme j'avais expliqué, après, j'aurais mis une 3000. D'ailleurs, j'ai regardé ouais, un benchmark, une 3050 à 35 watts. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Et elle arrive à faire tourner la plupart des jeux entre 40 et 60 FPS sans DLSS. Euh, et quand tu mettais le DLSS, tu montais à 60 FPS facile en 1080p. Et donc, 35 watts. Donc, imaginez que et la version 80 watts, parce qu'il faisait un comparatif en mode normal, DLSS à 35 watts, et après mode normal et mode DLSS à 80 watts. Et en fait, tu gagnais en puissance brute sans DLSS, tu gagnais à peu près 10 à 15 FPS, voire même plus parfois, 20 FPS sur les jeux avec un 80 watts. Et donc, tu vois, s'ils seront mis après, tu vois, un Snapdragon, comme j'ai expliqué, modifié, comme j'ai expliqué auparavant, mais je vais pas tout réexpliquer, et qu'ils auront mis une RTX 3050, une version par exemple 4 Go ou peut-être 6 Go, tu vois, euh, à 35 watts en mode portatif. Mais quand tu la mets dockée, tu peux monter ton wattage de ta carte graphique à, mettons, 75 ou 80 watts. Et donc, ta console consommera 90 watts avec le CPU. Mais bon, après, il faudra une marge quand même de 10 watts. Donc, on va dire 100 watts. Et donc, il te faudra un chargeur. Quand tu branches ton dock à la prise murale, tu auras un bloc comme les PC portables de 100 watts. Tu vois, 100 watts, c'est pas énorme. Tu vois. Et tu pourras justement, enfin, augmenter justement le wattage de ta carte graphique. Et donc, tu pourras passer d'une 3050 35 watts à 80 watts ou 75 watts. Et donc, tu auras tu auras beaucoup plus d'FPS. Et en plus, en activant le DLSS, ça te permettrait d'avoir encore plus de FPS. Et donc, avec le upscaling, le DLSS, etc., je pense en mettant le Snapdragon Gen 3, enfin 8 Gen 3, avec justement la 3050, moi je trouve que c'est pas déconnant. Surtout que surtout le prix de la console, elle aura coûté dans les 500 euros. Parce que le Snapdragon 8 Elite, hein, donc l'un des meilleurs actuellement de chez Snapdragon, euh, comment dire, tu peux le retrouver des smartphones à 500, 600, moins cher, ouais, sur des trucs chinois, hein, bien sûr, à 600 euros. Donc, un processeur Snapdragon 8 Gen 3, c'est pas le dernier, mais c'est l'avant-dernier. Enfin, c'est pas le plus récent. Mais il date à peu près de 1 ou 2 ans. Donc, ne pas mettre la dernière génération normale, pour le coup, ils auront pu très bien. Et en plus, au niveau de la gravure, au lieu de faire une gravure, mettons en 3 nanos, il faut une gravure un peu plus haute, tu vois, en 6 nanos par exemple, ou 8 nanos, ça leur a coûté moins cher.
Et, euh, et ils auront pu proposer une console justement à 500 euros. Et justement, avec ce genre de CPU, comme j'explique, bah, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Parce que là, le CPU, il me semble. Enfin, faut que je regarde les caractéristiques d'ailleurs de la Switch 2. De toute façon, je vais en reparler dans une autre vidéo plus tard. Mais il faudrait que je regarde la puissance du CPU de la Switch. Mais je pense pas qu'elle a. Je sais qu'elle a. Il me semble qu'elle a 8 corps. Mais je ne crois pas qu'elle atteint les plus de 3000 MHz. Enfin, 3 les 3 ouais, 3 MHz, 3 GHz. Il me semble pas. Et d'autant plus que la partie graphique 3 teraflops, c'est pas énorme, hein. Ils auront mis une 3050 à 75 watts ou 35 watts, ça aurait été bien. Ou même, encore mieux, mettre une 4050 qui est plus récent, mais qui a plus de puissance par rapport à l'énergie qui est demande. Par exemple, une 4050 à 35 watts et une 3050 à 35 watts, la 4050, tu gagnes facile 10 FPS au même wattage, tu vois. Donc, mettre une 4000, mais après, ça va peut-être coûter un petit peu plus cher. Mais certes, Nintendo ne cherche pas la puissance, etc. Mais d'avoir justement, prendre des générations justement de RTX qui ont le DLSS, qui ont été prouvées sur PC, même sur les consoles portables comme la Rogali ou la MSI Clo, qui sont des consoles bon, qui utilisent la AMD, certes. Mais là, actuellement, Nintendo aurait pu se démarquer en utilisant justement un processeur ARM qui consomme quasiment pas, qui a des bonnes performances en 8 corps, euh, et en plus avoir une carte graphique Nvidia, justement, qui a été justement, bon, la 3050 elle date un peu, mais la 4050 aussi, mais la 3050 elle reste quand même viable. Je veux dire, vous prenez une 3050 8 Go, prenez pas la version 6 Go, mais vous prenez la version 3050 8 Go pour du jeu en 1080p, pour jouer à Valorant ou du Fortnite, etc. C'est amplement suffisant. Surtout que c'est une carte qui consomme, il me semble, 70 watts, si je dis pas de bêtises, ou 75 watts. Donc elle pourrait même être auto-alimentée par le PCI. Bon, après, tu dois mettre un port, tu dois brancher quand même un 6 pins dessus, et non un 8 pins, comme les nouvelles 5000. Et elle est toujours viable. C'est comme, bon, par contre, la version 8 Go, je crois que tu peux la trouver dans je crois que 100, 180, 200 euros. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était la Arc A310. Elle était à 100 euros, en tout cas, sur matériel.net. Mais en tout cas, aux États-Unis, certaines personnes arrivaient à la trouver à 60 euros ou 70 euros. Donc 70 euros, une carte graphique. Bon, certes, elle a que 4 Go de VRAM, c'est pas énorme. Mais en DDR6, avec les nouvelles techno, bon, après, c'est une nouvelle carte graphique de chez Intel, donc les drivers n'étaient pas vraiment à jour et tout. Mais je trouvais quand même que c'est une carte qui est plutôt intéressante dans le sens où elle est pas chère et comparée aux autres les dernières technologies et comparée aux autres cartes graphiques, bah, 100 euros, c'est pas énorme, tu vois, c'est quasiment rien, tu vois, c'est le prix de 2 jeux de Switch. Tu as une carte graphique qui sera bien plus performant que ta carte graphique intégrée qui va être par exemple l'UHD, la 770, qui se trouve dans les 14e générations. Euh, je ne sais pas ce qu'ils utilisent par contre dans les ultras. Ils peuvent utiliser du Iris, hein, bien sûr, c'est mieux que les versions UHD. Parce qu'il y a les UHD 730. euh, il y a je crois qu'il y a non, 710, 730 et 770. Donc il faut bien faire attention. Et en fait, bah, la puissance, c'est pas la même, hein. Et en fait, bah, c'est des APU. Et, euh, et donc, en fait, elle puise dans la RAM sa mémoire pour jouer. Et donc, bah, la carte Iris est plus performante. C'est une carte aussi, c'est un APU, mais qui va prendre dans la RAM, mais qui est plus performant en fait. Après, me demandez pas comment. Je me renseigne aussi le fonctionnement. Mais en tout cas, elle a plus d'unités de calcul. Et donc, bah, ça permet d'avoir des meilleurs graphismes. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Intel n'intègre pas la technologie Iris dans tous ses CPU et abandonne l'APU UHD 710, 730 et 770 et qui mettent du Iris comme sur les cartes justement alchimistes, justement les cartes les A310, A380, A360, A3, 750 et A770.
Donc ouais, pour la moins chère que vous pouvez trouver d'ailleurs en carte graphique en 16 Go de VRAM, c'est la A770. Mais personnellement, moi je vous la déconseille parce que bah elle vaut 300 euros, mais pour quelques euros de plus, prenez plutôt une carte par exemple, prenez, je sais pas, une 4000, une 4060, ça vaut plus très cher maintenant. Euh, je pense que tu peux en trouver, même tu peux trouver, je crois qu'il y a des 5060 à 8 Go que tu peux trouver à 300 euros. Et ouais, non, c'est pas des 16 Go. C'est vrai que c'est pas comparable. Mais il me semble que tu peux trouver, de toute façon, tu fais les comparatifs de benchmark, etc. Tu verras. Mais là, je recommande plus la. Bon, après, si t'as pas de thune, t'es vraiment fauché, etc. et que tu veux une carte absolument avec 16 Go de RAM, tu peux prendre la A770. Mais moi, personnellement, si tu es vraiment fauché, pars plutôt sur une A580. Certes, elle a pas 16 Go de RAM, mais elle a 12 Go. Mais elle est plus performante en termes de puissance brute. Donc, pars plutôt sur une 580 qui aura 12 Go. Tu pourras jouer en Full HD et un petit peu en 2K, mais tu ne pourras pas jouer en 4K. Pour la 4K, il faut au moins 16 Go de RAM. Et de toute façon, même avec la A760, la A770, tu peux pas jouer vraiment à la 4K parce que elle n'a pas assez de punch, elle n'a pas assez de puissance en fait. Mais elle est intéressante pour les professionnels, par exemple. Elle est pas chère, par exemple, quelqu'un qui a besoin de VRAM, justement, par exemple, pour l'intelligence artificielle. Si tu mets, par exemple, des 8 cartes des A770, t'en mets 8 ensemble, à travailler ensemble pour une intelligence artificielle, bah, ça fait à moindre coût beaucoup de VRAM et donc quelque chose d'intéressant. Et donc, ouais, et la technologie justement Iris, bah, c'est la même technologie Arc, c'est sous la même bannière que les technologies Alchimie. Et en fait, c'est la technologie Iris, c'est l'évolution, c'est la technologie Iris, c'est l'ancêtre justement des alchimistes, des A310, etc. En fait, c'est les A310, etc. C'est une évolution du Iris. Et en fait, ils ont plus de puissance de calcul, ils ont de la VRAM, ils ont de la mémoire VRAM, en fait. Ils prennent pas sur la RAM. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de PC, d'ailleurs, par exemple, la A310, qui est la moins chère, hein, qui est à 100 euros, elle consomme 70 watts. C'est une carte qu'on aura pu très bien mettre sur PC portable. 70 watts, c'est complètement faisable à refroidir. Donc, en gros, on pourra se retrouver avec comment on appelle ça? Une carte graphique de PC de bureau dans un PC fixe. Et c'est tout à fait possible avec exactement les mêmes culs d'accord, et exactement, enfin, tout pareil au niveau des processeurs. Et le PC aura pu la refroidir. Et ça s'est jamais fait. D'ailleurs, comme Pax dit sur sa chaîne, euh, la plupart des PC portables vendus, c'est des cartes vidéo Nvidia. Il y a très peu de cartes AMD, quoi. Et c'est dommage parce que AMD font des bonnes cartes, mais j'ai vu là les bench de la 960, la 970, pas la XT, hein, la 970. Moi, je la trouve un peu décevante parce que la 560 qui a 12 Go de VRAM, alors que la 970, elle a 16 Go de VRAM, est plus performante en puissance brute, bien malgré ses 12 Go de VRAM, elle a plus de puissance. Donc, je trouve ça dommage. D'ailleurs, même, je trouve dommage aussi que Nvidia a pas mis 16 Go sur sa 570. Par exemple, ils auront dû faire une feuille de route, par exemple, mettre la 560, la 550, la 550, la RTX 550 de bureau, hein, je parle de bureau, à 8 Go de VRAM. Après, là, il y a la 560, ils la mettent à 12 Go de VRAM. La 560 Ti, ils la mettent à 16 Go de VRAM. La 570, 20 Go. 570 Ti, 24 Go. Après, bah, la 580, elle sera à 28 Go. Et la 580 Ti, 32 Go.
Après, vous allez me dire, oui, mais alors la même VRAM que la 5090, bah oui, mais la 5090 est plus performante. Certes, elle a le même nombre de VRAM. Faut pas confondre VRAM et puissance, hein. Il y a une carte avoir beaucoup de VRAM, mais pas très puissante, comme la A770, et bah, elle est 2 fois moins performante qu'une 4000, qu'une 4060, si je dis pas de bêtises. Et donc bah, l'écart se creuse encore avec la 5060. Encore entre la 5000, la 5060 et la 4060, en fait, ce qui va différencier, c'est surtout le DLSS, vu que c'est la nouvelle version, donc tu peux générer 3 images. Tu peux générer plus d'images, donc tu peux avoir plus de FPS, mais c'est des FPS artificiels. Et, euh, et donc, par contre, ce qui est intéressant sur les versions 5000, c'est qu'ils consomment moins d'énergie. Par exemple, tu vas prendre sur PC portable, tu vas prendre une 500, une 5060, et de l'autre côté, tu vas prendre une 4070 140 watts, et de l'autre côté, tu vas prendre une 5060 115 watts, et bah, ils auront les mêmes performances graphiques. Et pourtant, elle consomme 115 watts, donc, bah, alors que l'autre, elle consomme 140 watts, donc bah, ça fait une consommation de 25 watts de moins. Ouais, c'est ça, 25 watts de moins, et pourtant, ils ont les mêmes performances. Donc, comme quoi, en tout cas sur PC portable, la 4070, elle est équivalente à la 5060. Donc voilà. Donc, bah, moi personnellement, c'est pour ça. Là, j'ai regardé un peu les prix des PC portables parce que là, mon PC actuel, c'est un 6 core avec 4 Go sur la carte vidéo. C'est une 1650 Ti, euh, 32 Go de RAM maintenant et un SSD de 512. J'ai un écran Full HD. Je crois qu'il est 120 Hz, il me semble. Un truc comme ça à l'écran. Mais il me faut j'aimerais bien quand même un PC un petit peu plus puissant, quoi, plus moderne, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai pas de lecteur de carte SD. J'ai un adaptateur que je branche en USB type C et après je mets ma carte. Mais c'est pas pratique, quoi, que ce soit pas intégré. D'ailleurs, ça devrait être une norme pouvoir mettre des cartes SD ou des cartes micro SD sur tout appareil. Par exemple, il y a des smartphones qui n'ont pas de carte micro SD. Je pense comment on appelle ça, au iPhone. Ils n'ont pas de carte micro SD. Je trouve ça dommage. Parce que tu pourrais mettre toutes tes photos de vacances, etc. dedans, tu pourrais augmenter la capacité. Peut-être que eux, ils pensent différemment, et tu sais, ils disent, voilà, on va pas mettre de carte micro SD, comme ça, au moins les gens, quand ils vont acheter leur iPhone, au lieu de prendre une version 256, ils vont prendre une version 512. Comme ça, ils vont payer beaucoup plus cher, parce qu'ils ont une plus grosse marge, alors qu'une carte micro SD de 512 Go, ça te coûte 70 euros, tu vois. Et donc, bah, je pense qu'ils n'ont pas mis de port micro SD, justement pour ça. C'est possible, juste pour une question d'argent. Mais et c'est pour ça, moi, que tout smartphone que j'achète a une micro SD. Parce que dans un sens, c'est aussi une sécurité, parce que ça permet aussi de copier tous tes fichiers sur ta micro SD, et après de les transférer, tu l'enlèves, tu la mets sur ton PC, et dans un adaptateur, ta micro SD, tu la mets dans un adaptateur pour te donner une carte SD, et après, bah, tu transfères toutes tes vidéos et photos, et après, tu peux les stocker sur un disque dur, ou tu peux brancher ton téléphone directement au PC, et en fait, qu'on appelle ça, ton PC bah, utilise ton smartphone comme un disque dur externe, en fait, et donc bah, il récupère les données, tu peux récupérer les données en le branchant. Mais une micro SD, c'est beaucoup plus avantageux, quoi. D'autant plus que tu peux, si elle est pleine, mettons, tu n'as plus de place dans ta mémoire interne, parce que tu as installé trop de géo, des trucs comme ça, tu peux toujours changer ta carte micro SD, remettre une autre, et le mettre dans une petite boîte bien rangée, et après tu remets une autre, et après tu continues à faire tes vidéos, et tes photos, etc. Et ou si tu mets, mettons, tu as une micro SD de, je sais pas, 256 ou 512, où tu as toutes tes musiques dessus, tu en as une autre, ça va être par exemple pour filmer, et une autre pour mettre des photos, bah, moi tu changes à chaque fois en fonction, bah, quoique ça, photo, vidéo, ça va être un peu chiant, mais si tu en as une pour la musique et une pour les photos, par exemple, tu sais que par exemple, tu vas faire, tu sais que t'as un événement à faire, tu as plein de photos, plein de vidéos, tu sais que tu vas pas écouter de musique, bah tu mets la carte SD justement dédiée pour tes vidéos, et après, bah, si tu veux écouter ta musique, tu changes de carte SD et tu peux mettre ta musique. Bon, après, chacun voit. Après, on peut aussi
les constructeurs peuvent très bien mettre aussi deux emplacements. Parce que là, sur mon smartphone actuel, je peux mettre deux cartes SIM et je peux mettre une carte micro SD. Mais ils auraient pu très bien mettre une carte SIM et deux micro SD. Et donc, j'aurais pu augmenter l'espace de stockage encore plus. Tu vois, c'est ça. Et donc, tu vois, il y a des smartphones qui, par exemple, chez Motorola, il y en a un qui est vraiment intéressant, mais il n'a pas bon, il est à 500 euros, mais il a pas de micro SD. Alors qu'il y a un portable qui est un petit peu moins cher, il a un port micro SD. Bon, certes, il est un petit peu moins puissant, etc. Mais au moins, il y a un micro SD et je préfère avoir de quoi stocker et retirer. Et d'ailleurs, faut que je formate en mode CMD une carte SD parce elle veut plus se faire quand je la branche, elle est plus détectée. Donc, faut que je regarde ça. Une carte de 128 que j'avais acheté. Donc voilà. Ouais, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et donc voilà, bah, je suis plutôt satisfait de mes écouteurs que j'ai achetés, que je parlais un peu de la Switch, etc. Ils ont pu faire mettre de l'aluminium, mettre un écran OLED parce que l'OLED ça compte moins que le LCD, et mettre un 720p au lieu d'un 1080p, comme ça sera après moins de batterie, donc moins de puissance et donc moins de batterie, des choses comme ça. Je suis désolé, je suis en train de tripoter mon nez. Et donc voilà, et ils auront pu faire quelques petites améliorations qui auraient été pas énormes, tu vois, mais au moins, tu vois, mettre, je sais pas, une version en aluminium pour faire un peu premium et se démarquer un peu des autres et de tenir sa position sur le dématérialisé, sur le matérialisé justement, qui reste toujours sur le matérialisé. Comme ça, bah, leurs concurrents, eux, vont être toujours sur du démat, du démat, du démat. Mais à côté de ça, bah, il y a toujours des serveurs qui tournent, qui consomment énormément d'énergie, qui vont utiliser beaucoup plus mettons, des ressources fossiles, comme les centrales atomiques, bon, certes, ils utilisent de l'uranium, ils utilisent de l'uranium, mais l'uranium, après, faut en faire quelque chose, hein, une fois il est plus enrichi. Donc, mais ouais, surtout aux États-Unis, il y a les data centers, ils utilisent le charbon, donc ça consomme énormément. Donc, avoir son jeu justement physique et justement la totalité de son jeu dans sa cartouche sans passer par des serveurs pour retélécharger le jeu à chaque fois et machin bidule. Voilà, parce que un jour, si tous les serveurs ferment, ou imaginons qu'il y a vraiment une grosse panne, hein. Imaginons, je sais pas, une explosion électromagnétique bon, je pense qu'ils ont de la redondance, mais imagine qu'il y a il y a un gros data center qui prend une charge électromagnétique, il y a tous les disques durs qui crament. T'imagines pas le nombre de données qui seraient perdues, et imagine le nombre de parties, etc. Et quand on voit le nombre de fois aussi que le truc de PlayStation, là, le PlayStation, je sais pas quoi, là, qui se fait souvent hacker par des hackers et que donc bah, qu'il y a des risques aussi au niveau la, de la carte bancaire, tes identifiants, etc. Euh, D'avoir le jeu physique te permet en fait d'éviter justement de te connecter et d'avoir un compte justement chez Microsoft ou sur Nintendo ou autre. Tu as directement ta cartouche, tu mets ta cartouche, tu peux jouer. Et tu sais que si les serveurs ferment, tu pourras toujours jouer à ton jeu. Quand tu achètes ton jeu, tu sais qu'il a à vie, tu vois. C'est comme bah, quand les jeux de PlayStation, quand on les achetait, les jeux de PlayStation 1 ou même 2, parce que la 2 a commencé un peu à aller sur Internet, mais bon, c'était pas trop conventionnel encore à l'époque. Mais en tout cas, tu avais ton jeu, tu le mettais, hop, t'as pas de mise à jour, t'avais rien, le jeu était comme ça. Voilà, s'il y avait un bug, bah, ton jeu était buggé, quoi. Peut-être qu'après, s'ils se vendaient bien, ou peut-être qu'ils faisaient des remasterisations en version, je me rappelle, c'était les jeux en version, je crois, que c'était les versions Titanium ou un truc comme ça, où tu sais, il y avait beaucoup de ventes, ils refont une réédition, et des fois, ils font des mises à jour dessus, de certains bugs. Mais quand tu achètes tes jeux de PS1 ou tes jeux de 64, etc., tu mettais ta cartouche, tu jouais et tu l'as à vie. Et même les cartouches encore actuelles de Nintendo 64, de PS1 ou même PS2 fonctionnent toujours. Alors que là, ils sont en train de passer tout sur des serveurs, tout en externe. Et en fait, à la finale, nous, en tant que joueurs, on va se retrouver en fait avec, bah, il n'y aura plus de collection de jeux. Les collectionneurs ne pourront plus collectionner leurs jeux. On sera obligé de payer genre des abonnements tous les mois. Et en gros, quand on réfléchit, en gros, ça se trouve, euh, je vais partir un peu loin, mais imaginons que on vit dans un monde où tout, bah, tout ce que tu payes, en fait, c'est déduit, etc. Donc imaginons que tu travailles. Et bah, tu vas te prendre.
Par exemple, tu vas payer ta nourriture, tu vas payer ton abonnement téléphonique, tu vas payer après ton abonnement pour Netflix, tu vas payer ton abonnement pour jouer, tu vas payer après quoi? Un abonnement pour un IA, tu vas payer un abonnement. Et en gros, où ça se trouve, ils vont te faire des packaging. En gros, tu as un salaire moindre, mais voilà, t'as Netflix, t'as le Game Pass, t'as machin bidule sur ton travail, en fait. Directement, il déduit, en fait, en gros, les travailleurs auront un moins bon salaire, mais auront des avantages directement pris sur leur salaire. Et c'est comme si, je sais pas comment expliquer, mais comme si ils voulaient prendre plus de pouvoir, en fait, sur le côté data, en fait. Et en fait, quand tu mets tes identifiants sur Nintendo ou autre, bah, ils ont ta façon de jouer, ils ont tes heures de jeu, ils ont ta localisation, ils savent avec quelle personne tu joues, etc. Et donc, bah, tout ça, ça reste quand même d'un cadre privé. Et donc, d'avoir un jeu, justement, totalement physique, bien sûr, après, il y a les mises à jour et tout, mais de toujours avoir ce côté où tu dois toujours te connecter, etc. C'est un peu embêtant. Avant, les jeux de PC, on n'avait pas besoin de se connecter, c'est pareil, on les installait dans notre PC et hop, on pouvait jouer. Avec l'arrivée de Steam, maintenant, bah, il y a beaucoup de jeux dématérialisés. Après, bon, je me plains pas sur tout, mais il y a surtout bah, les jeux de PC, c'est les premiers qui ont disparu. Mais en tout cas, pour les jeux consoles, moi je trouve ça vraiment dommage parce que la force justement des jeux des consoles, c'est leur côté physique en fait. Et Nintendo, c'était pareil, c'était l'un des derniers qui résistait encore sur les jeux physiques. Et bah, après, il y a quand même des jeux qui sortent encore en physique, mais ça se fait de moins en moins, quoi. Et donc c'est dommage, quoi. Parce que nous, en tant que joueurs, bah, par exemple, dans 30 ou 40 ans, ou même, je sais pas, nos enfants ou nos petits-enfants, bah, peut-être qu'ils vont retrouver une vieille relique, tu vois, ils vont retrouver une vieille Switch de vieux de 30 ou 40 ans, bah, ça se trouve, ils pourront pas jouer à tous les jeux de l'époque, tu vois. Tu vois, ils pourront pas jouer, par exemple, là, tu vas dans des greniers, tu peux trouver des jeux de 64, tu peux toujours jouer à des jeux de 64 ou des jeux de PS1, tu vois, qui a plus de 20 ans. Donc, dans 20 ans, la Switch, par exemple, ou la Switch 2, tu vois, bah, tu pourras pas jouer, en fait. En gros, tu auras payé des jeux que tu pourras même plus jouer. Donc, après, imaginons que toi, tu payes tes jeux et tout, et tu décèdes. Une fois que tu es décédé, ton compte, bah, il est quoi? Il est supprimé. Donc, c'est-à-dire tout l'argent que tu as mis dedans pour payer tes jeux dématérialisés, bah, en fait, ils sont perdus. Et donc, bah, alors que si tu aurais eu tes jeux en version physique, bah, ta famille ou tes cousins ou tes cousines ou je sais pas, tes frères ou tes sœurs ou quoi que ce soit, bah, quand tu décèdes, ou tes enfants, bah, ils pourront récupérer tes jeux et jouer. Et au lieu de faire une bataille juridique, etc., pour récupérer ton compte éventuellement, et encore, il n'y aura qu'une seule personne qui pourra. Bon, quoique le jeu, les jeux, c'est pareil, t'as qu'une seule cartouche. Donc, mais en gros, tout est centralisé, tous les jeux sont centralisés sur un seul compte. Et donc là, quand tu as les jeux matérialisés, bah, tu as plusieurs jeux. Donc bah, les jeux, par exemple, si tu as, mettons, t'as trois enfants, mettons tu décèdes et tu as, je sais pas, 100 jeux, bah, par exemple, ils se partagent les jeux entre eux et voilà. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un seul compte. Et donc, après, calculer les heures, si toi, tu vas sur telle heure pour aller sur tel compte. Après, tu peux léguer éventuellement ton compte à un de tes enfants. Mais, je veux dire, ça pénalise les autres si tu en as plusieurs. Et donc, euh, avoir les jeux justement physiques permet justement de se prêter les jeux, de les revendre, etc. Je sais que dans le numérique, ils font aussi du prêt numérique. En gros, tu peux prêter numériquement ton jeu, mais je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Mais bon, en tout cas, on verra bien ce que l'avenir va donner. Mais moi, une chose est sûre, bah, moi, je vais m'acheter, là, j'attends la Switch 2 OLED, et je vais m'acheter la Switch 1 OLED, et bah, le PC portable que j'ai parlé avec la carte SIM, j'ai encore ça à acheter. Et j'ai un disque dur 3 Tera à acheter aussi pour remplacer un 2 Tera. Et voilà, et deux boîtiers pour mettre mes deux, parce que j'ai un autre disque dur de 2 Tera, comme ça mais je vais mettre mes deux fois 2 Tera dans un boîtier. Mais j'ai vu qu'il y avait des boîtiers sur Amazon, des 4 baies. Donc bah, je vais mettre mes deux fois 2 Tera dedans et il me restera deux emplacements libres. Mais je crois que j'ai un Tera qui me reste, qui est, que je n'utilise pas. Mais je crois qu'il y a des secteurs qui sont morts dessus. Donc bah, faudra que je fasse une vérification. Donc bah, je pourrais mettre mes deux fois 2 Tera plus un Tera. Donc bah, ça me fera,
je récupérerai justement 1 Tera par rapport, parce que là j'ai plus de place. Donc je suis en train de stocker sur des disques durs 2,5 pouces, donc c'est embêtant quoi. Et c'est plus fragile que les disques durs 3,5 pouces. Donc là je vais pouvoir mettre 3 Tera. Pourquoi 3 Tera? Je peux pas mettre de 4 Tera en fait dans mon boîtier. Je suis limité à 3 Tera, donc bah, je suis obligé de mettre 3 Tera. Euh, et après bah, je mettrai mes 2 fois 2 Tera et je mettrai mes films dans les 2 fois 2 Tera quoi. Parce que j'ai 2,2 Tera de films. Et donc bah, il y a un disque dur qui sera rempli et un autre qui sera un peu entamé. Mais voilà. Et ouais, j'ai aussi, bah pareil, mais c'est pareil, les DVD. Quand je fais mes copies de DVD, bah j'ai des fichiers. Il y a certains DVD, il y a des sécurités. Bon, après, tu peux faire sauter les sécurités, mais il y a des logiciels pour ça. Mais bon, c'est un peu chiant, parce que soit tu le copies en format image, donc c'est pas un format vidéo, et donc bah, tu es obligé d'utiliser Diamond Tool par exemple pour l'ouvrir, mais après bah, tu as tous les bonus du DVD, etc. Et donc ça c'est chouette. Mais, ou sinon, tu peux aussi convertir ton DVD, le ripper, et donc comment dire, de récupérer uniquement la source que tu veux. Par exemple, tu retires toutes les langues, tu gardes uniquement la langue française. Après, tu peux mettre sur tes DVD normal, c'est du 720p, donc tu gardes la même qualité. Tu gardes la même qualité audio, etc. Mais tu gardes que le français et tu retires les bonus. Et donc, bah, ça te fait un truc un peu moins lourd, mais ça prend quand même de la place. Après, je parle même pas des versions Ultra HD qui peut monter jusqu'à je crois que les plus gros, ils vont jusqu'à 200 gigas. Quand tu vas avec toutes les langues, si je dis pas de bêtises, toutes les langues, ouais, 200 gigas après, quand tu vas le copier, un Ultra HD en français, tu mets juste la langue française sans les bonus et tout. Le film, il fait facile 10 gigas, 15 gigas. Euh, et encore, il y a aussi un encodage parce que tu l'encodes en H265. Donc, et après, il y a aussi l'audio que tu peux aussi modifier, que tu ne gardes pas la meilleure qualité audio. Tu vas mettre, mettons, du ACC ou du OGG ou un format du FLAC, par exemple, d'un format, pas du MP3, tu vois. Un format sans perte, mais qui prend moins de place. Et donc, en fait, quand tu mets ton film en Ultra HD, bah, il prend un peu moins de place. Mais disons que si tu prendrais vraiment brut la totalité du Blu-ray, bah, ça te prendrait près de 200 gigas, quoi. Bon, t'as pas besoin des 200 langues, 200 langues. T'as pas besoin des 5 ou 6 langues qui sont dessus, genre l'espagnol, l'allemand, etc. Tu vois, t'as besoin que de ta langue natale. Après, bon, certaines personnes aiment bien écouter les films en version originale, c'est-à-dire qu'avec les voix des acteurs, par exemple, s'ils sont américains, bah, en mettre en anglais original. Si c'est des japonais, bah, mettre les langues japonaises. Certaines personnes préfèrent mettre les voix japonaises et mettre les sous-titres en français. D'ailleurs, c'est un bon moyen aussi d'apprendre une langue. Mais en tout cas, ouais, ça prend énormément de place, quoi. Donc voilà. Bon, je vous fais des poutous. Hein, prenez soin de vous. Tchuss!